Bonjour, mon nom est Amélie Marcoux. Bienvenue à cette série éducative Savoir faire face qui fait le point sur les meilleures pratiques à adopter lorsque la santé et la sécurité d'une personne sont mises en péril. Savoir faire face a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, en collaboration avec la coopérative des ambulanciers de la Mauricie, la direction de la police de Trois-Rivières et le programme de soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Shawinigan. Dans cet épisode, nous allons vous montrer quoi faire lorsqu'une personne subit un arrêt cardio-respiratoire. Restez des nôtres parce que cette émission pourrait contribuer à sauver des vies. Mon rôle est double dans le CIUS Mauricie-Centre du Québec. Premièrement, je suis urgentologue ici à l'hôpital de Trois-Rivières, au Centre hospitalier régional. Je suis aussi directeur médical des services préhospitaliers d'urgence, soit le Centre de communication santé, les premiers répondants, les services ambulanciers. Si on parle des arrêts cardio-respiratoires, quels sont les symptômes d'un malaise cardiaque? Ça, c'est une excellente question parce que souvent, les gens ont une espèce de préjugés ou d'image de ça. Fait qu'évidemment, il y a des gens qui vont être victimes d'un événement cardiaque comme un infarctus aigu, qui vont avoir des douleurs dans la poitrine, souvent qui se serrent beaucoup, qui peuvent leur faire l'impression d'une pression très importante. Certains nous décrivent comme avoir une patte d'ours ou d'éléphant au thorax. Une douleur qui peut aller vers les épaules, principalement à gauche, le bras gauche qui serre, la mâchoire, puis va se détériorer tranquillement jusqu'à perdre connaissance et faire un arrêt cardiaque. Par contre, il peut arriver aussi que quelqu'un fait un arrêt cardiaque suite à un événement qui ressemble un peu à un court-circuit dans le système électrique du cœur. Puis à ce moment-là, le cœur arrête comme subitement de fonctionner adéquatement. Puis en dedans de même pas 3 secondes, la personne va tomber par terre inconsciente, sans préavis. Puis ça, c'est très surprenant. Puis c'est là que tous les réflexes d'intervention prennent toute leur importance. Fait que des fois, on peut se préparer, on peut les voir venir. D'autres fois, on est vraiment pris par surprise. Pourquoi c'est primordial d'agir rapidement dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire? Oui, bien, l'arrêt cardiaque, c'est effectivement une des situations médicales pour lesquelles on dit que chaque seconde compte. Parce qu'en l'absence de circulation sanguine et d'oxygène, les organes se détériorent rapidement et le plus fragile d'entre eux, c'est le cerveau. Fait qu'on ne veut pas personne réanimer quelqu'un avec des séquelles ou ce que les gens appellent un légume. Hein? C'est pas une image qu'on veut. Alors, de développer des réflexes et que la population générale puisse reconnaître les premiers signes et de voir que quelqu'un perd conscience, et c'est un arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire, de rapidement faire le numéro pour signaler l'urgence avec le 911, puis d'avoir au moins des notions sommaires sur les premiers gestes en réanimation, par exemple le massage cardiaque, qui peut aussi être guidé par le répartiteur d'urgence au téléphone. Je suis répartitrice médicale d'urgence. Le 911 est un centre primaire qui va valider vos coordonnées, puis par la suite, ils vont basculer à nos services si vous avez besoin d'une ambulance. Donc, c'est à ce moment-là que j'interviens. Donc, vous allez guider les gens au téléphone? Exactement. Donc, la première question qu'on va poser, c'est vraiment, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qui s'est passé dans le moment présent, la raison de l'appel maintenant. Puis par la suite, à travers différentes questions qu'on va vous poser, on va prioriser votre appel, puis on va répartir l'ambulance pour aller vous aider. Je suis certaine qu'il y a bien des gens qui vont regarder l'émission qui n'ont jamais appelé le 911. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être le plus aidant possible? Premièrement, ce serait de savoir où vous êtes. Donc, connaître l'adresse, des coordonnées. Parfois, souvent, les gens maintenant ont des téléphones cellulaires. Donc, si vous êtes dans une zone, plus dans un boisé, dans une forêt, savoir les coordonnées d'où vous êtes. Deuxièmement, je dirais être auprès du patient, parce que plus on a de l'information sur la situation en temps réel, surtout l'état de conscience, la respiration, plus on va être en mesure de bien prioriser l'appel. Puis par la suite, c'est de faire confiance au répartiteur qui vous pose des questions. Il sait ce qu'il fait, il vous accompagne. Donc, les questions sont là pour des raisons particulières, soit pour les paramédics ou pour nous, pour bien vous diriger. Par exemple, si je signale le 911 parce qu'un de mes collègues de travail a une douleur intense à la poitrine, vous répondez comment à l'appel? Donc, je vais dire, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Vous allez me dire, mon collègue a une douleur à la poitrine. Pour moi, la situation est très claire. Je vais demander son âge, le sexe, si c'est un homme ou une femme. Ensuite, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il respire? Puis, je vais rentrer dans mon protocole, un 10 pour douleur thoracique. Et là, selon les réponses que vous avez données aux prochaines questions, s'il y a des antécédents cardiaques, s'il y a le souffle court, s'il a pris de la médication, même des drogues, bien à ce moment-là, ça va générer
un code et moi, je vais vous donner des soins par la suite pendant que les paramédics se rendent. Ça se fait vraiment de concert, là. Donc, quand on reste en ligne avec vous, les paramédics sont déjà en route bien souvent, là. J'ai jamais fait de massage cardiaque, heureusement, puis mes cours de premiers soins sont très loin. Oui. Donc, comment je pourrais être aidante dans une situation comme ça? L'idéal, ce serait de coucher la personne au sol. Ça va donner un massage cardiaque plus efficace, pardon. Par la suite, on va vous donner toutes les consignes pas à pas. Donc, il faut vraiment viser la paume des mains au milieu du sternum, puis vous allez pomper fortement, rapidement la poitrine. On donne toujours le truc, le rythme, il y a la fameuse chanson « Staying Alive », si je peux me permettre, où il y a vraiment le bon tempo, le bon rythme. Donc, si quelqu'un se dit « Est-ce que je masse trop rapidement, pas assez rapidement », de se chanter, même si c'est peut-être pas la chanson la plus appropriée pour la situation, mais il va vraiment donner le bon rythme pour... Donc, un rythme ah, ah. Oui, exactement, le ah, 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 ah. Donc, ça va être vraiment le bon rythme pour le massage cardiaque, puis vaut mieux peser plus fort que pas assez. Même si vous entendez un crack, il n'y a pas de problème, ce sera que plus facile pour vous pour faire le massage cardiaque. Pour commencer, on va souvent faire les manœuvres. Fait que comment on fait des manœuvres? On va venir au niveau du sternum du patient. On va lui placer une main, l'autre par-dessus, puis on va venir masser comme ça. Est-ce qu'il y a une main plutôt que l'autre ou non? Souvent, on va placer notre main dominante. Fait que ça dépend de chaque personne. Il y en a qui alternent aussi. Est-ce qu'on peut le blesser? C'est sûr que souvent, avec des manœuvres comme ça se peut qu'on fasse une fracture au niveau du sternum, mais c'est pas quelque chose qui va être... Ça arrive régulièrement, dans le fond. On essaie de faire les pressions sur quel rythme? On nous parlait d'une chanson. Hein? Oui, Staying Alive. Fait que souvent, ça va être le A, 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 A. Oui, fait qu'on reste comme ça jusqu'à temps que les secours arrivent ou qu'on puisse installer un DA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le massage va maintenir la personne jusqu'à l'arrivée d'une défibrillation. Donc, c'est vraiment la défibrillation qui a le plus de chances de réanimer la personne. On parlait de l'importance de donner des premiers soins rapidement en appelant les secours en même temps. Il y a une application qui peut vraiment aider. Oui, bien, on essaie de faire la promotion le plus qu'on peut de l'application qui s'appelle DEA Québec. On peut télécharger ça sur tous les appareils mobiles. C'est une application sur laquelle tous les appareils qui ont été inscrits, et on encourage tous ceux qui possèdent un appareil à l'inscrire sur l'application. À ce moment-là, dès qu'un individu ouvre l'application, ça géolocalise immédiatement l'appareil disponible le plus près du point. C'est de la géolocalisation automatique avec le téléphone. Ce qui fait que si on est témoin de quelqu'un qui perd conscience, qui est victime d'un arrêt cardiaque, on peut savoir s'il y a un défibrillateur accessible à proximité avec l'adresse précise et les heures d'ouverture de l'endroit. Alors, l'accès au défibrillateur dans les premières minutes, comme on a dit, augmente grandement les chances de survie dans ces circonstances-là. Si on a la possibilité d'avoir accès à un défibrillateur externe automatisé, vous nous dites qu'on peut sauver une vie même si on n'a aucune connaissance dans le domaine? Exactement, parce qu'un DA, qu'on appelle aussi, comme vous avez dit, défibrillateur externe automatisé, sert à donner un choc si la personne en nécessite un. Fait que ça va pouvoir le donner malgré qu'on ne sommes pas là. Donc, par exemple, si cet homme-là est en arrêt cardio-respiratoire, ouais. Expliquez-nous comment utiliser le défibrillateur. Oui, un défibrillateur, dans le fond, ici, ça va vraiment tout vous indiquer comment faire. Fait que ça va vous dire de vérifier l'état de conscience. Fait que normalement, quand on arrive, on vérifie. Est-ce que la personne respire? Fait qu'on va venir s'accoter plus au niveau de la bouche du patient, voir si on sent de l'air sortir, si on voit une respiration soulevée. Puis après ça, on va pouvoir aller prendre un pouls. Est-ce qu'on sent un pouls au niveau de la carotide ici? Fait un coup qu'on réalise que le patient est en arrêt cardio-respiratoire, soit qu'on va débuter les manœuvres. Si on a la chance d'avoir un DA aussi, on va pouvoir venir installer les pads, les électrodes de défibrillation sur le thorax du patient. Donc, on appuie. On va commencer sur Power ici. Puis la machine va vraiment tout nous indiquer. Fait que moi, je pourrais être retirée, puis vous seriez capable de le faire toute seule. Appareil prêt, électrode adulte. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Appliquez les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Pour ça, comme indiqué, on va venir placer les pads de cette manière-là. Fait qu'on peut enlever le collant pour pouvoir le placer directement sur la poitrine.
On va venir placer vraiment la POC ici. Sur la poitrine nue du patient. Puis on va placer l'autre électrode plus ici. Ah oui, il est marqué. Oui, c'est vraiment bien indiqué sur les collants de comment l'installer. Ça se peut que ça soit compliqué un peu, c'est un mannequin, là, mais Électrode de défibrillation sur la poitrine nue du patient. un coup que les électrodes vont être branchées, Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. c'est en train d'analyser, voir si au niveau du cœur, on va être capable de pouvoir donner un choc. Fait que là, c'est ça que c'est en train de regarder. Analyse en cours. Fait que là, c'est important de ne pas masser pendant ce temps-là parce que si on fait. Puis là, on peut donner un choc. Fait que, De choc clignotant. ouais. Choc délivré. Fait que ça donne un choc au patient. Fait que là, on pourrait commencer, on pourrait refaire le massage, dans le fond. Fait qu'on ferait du massage pendant 2 minutes. Après ça, ça va nous dire de refaire une analyse. Commencez la réanimation. Appuyez plus fort. Faut que j'essaie de suivre le rythme. Oui, exact. Puis des fois, c'est sûr que c'est plus peut-être facile de venir masser ici sur la POC. Ça va faire un petit peu moins mal, oui. Fait qu'on vient masser sur le rythme derrière pendant 2 minutes, le temps que la machine nous dise. Puis après 2 minutes, elle va décider de refaire une analyse par elle-même, voir si le cœur nécessite encore un choc. Qu'est-ce qui peut arriver pendant qu'on masse? C'est sûr que pendant qu'on masse, on vient rétablir une pression au niveau du cœur. Fait que techniquement, le patient ne devrait pas se réveiller. Par contre, si le patient a reçu un choc, il y a un choc qui a été délivré à son cœur, ça se pourrait que la personne se réveille, que la personne redevienne consciente. C'est quelque chose qui se produit, oui. Donc, c'est quand même facile à utiliser, mais il faut faire attention, par exemple, jamais toucher quand il y a le choc. Oui, si ça indique un choc, dans le fond, c'est important de s'assurer que personne touche au patient parce que ça va nous délivrer un choc également, puis on pourrait subir, nous aussi, un arrêt cardiaque ou une inconscience. Fait que c'est important, si un choc est délivré, on dit à tout le monde de se tasser du près de la victime, puis on va aller appuyer sur le choc après. Et il y a aussi une autre façon que la technologie peut nous aider. Oui, bien, il y a quelque chose qui est universel sur tous les appareils intelligents maintenant. C'est la question de la fiche médicale. Alors, sur tous les appareils de n'importe quelle compagnie, la fiche médicale peut être programmée dans les réglages généraux, dans les paramètres du téléphone. Puis dans la fiche médicale, on peut inscrire si on est porteur de certaines maladies ou qu'on prend des médicaments qui ont un certain risque. On peut écrire là-dedans, par exemple, notre groupe sanguin, donc en présence d'une hémorragie, des choses du genre. On peut le savoir. Et l'avantage pour les équipes médicales, c'est que cette fiche médicale-là est accessible sans connaître le code de verrouillage du téléphone en question. Donc, ça nous permet d'avoir un accès très facile et très rapide à toute cette information-là. Fait qu'on encourage toute la population à inscrire leurs données sur la fiche médicale et de l'activer dans leur téléphone. Ça nous sert d'un accès facilité et beaucoup plus rapide pour avoir de l'information qui peut aider à sauver votre vie. Centrale de 4715, priorité 1, 29 Bravo 5, boulevard Jean 23, Trois-Rivières. Donc, les paramédics, vous êtes ceux qu'on appelle en cas d'urgence. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous arrivez sur une urgence? C'est sûr que nous, dans notre véhicule, dans le fond, on va avoir une tablette qui nous indique un peu le code d'appel qu'on reçoit. Fait que ce soit une chute, un arrêt cardiaque ou une douleur thoracique. C'est sûr qu'en recevant le code, on sait un peu la priorité, si c'est urgent ou si ce n'est pas. Alors, c'est sûr que le code d'appel, ça nous laisse un peu le temps de se préparer sur quel protocole on va devoir appliquer sur place. Fait que c'est sûr qu'on est capable de se préparer aussi avant d'arriver là. Vous, quand vous arrivez, vous prenez le relais? Oui, exactement. Dans le fond, on va prendre la relève de la personne qui est en train de masser pour être capable de faire les meilleurs soins possibles, qu'il y a un changement de masseur, parce que quand ça fait plusieurs minutes aussi qu'on fait du massage, des fois, le massage est un petit peu moins efficace. Fait qu'on va aller prendre la relève de la personne qui est en train de le faire. Vous travaillez en équipe, 2 dans chaque ambulance. C'est quoi vos rôles respectifs? Souvent, les gens pensent que les 2 personnes font 2 rôles différents. Il y en a qui pensent que la personne qui conduit reste seulement au volant et que la personne derrière s'en va intervenir. La manière que ça fonctionne, souvent, dépendamment des compagnies, mais c'est un appel. Moi, je vais être dans la boîte derrière à intervenir auprès du patient et l'autre appel, souvent, je vais être au volant. Fait que, tu sais, c'est chacun notre tour. Il y a toujours un contact patient qui va se faire. Pour un même appel, vous répartissez comment le travail? C'est tout le temps la personne qui va être passager qui va intervenir auprès du patient. Fait que c'est lui qui est principalement avec la personne, puis l'autre va accompagner, dans le fond, son paramédic ou préparer l'évacuation pour le patient. Pour les manœuvres, j'imagine, ça prend l'intervention là, des 2 paramédics en même temps.
Souvent, ça va être un qui va faire les manœuvres pendant que l'autre fait autre chose. Par exemple, faire de la ventilation pour assurer exactement le bon taux de survie. Par exemple, il va y avoir des changements de masseur qui vont être faits au cours de l'intervention pour que le massage reste tout le temps le plus efficace possible. Dans le fond, après que les manœuvres ont été faites, dépendamment de ce qui s'est produit, s'il y a encore une activité électrique dans le cœur, ça se peut qu'on arrête de faire des manœuvres et qu'il n'y aura pas de transport à l'hôpital. S'il y a encore une activité électrique où il y a un retour de pouls, c'est là qu'il va y avoir un transfert à l'hôpital, un transport en urgence avec sirène, flash, etc. À ce moment-là, comment se fait le transfert jusqu'à l'hôpital? Oui, dans le fond, la personne en arrière va continuer de faire des manœuvres avec la ventilation, le massage, et le partenaire en avant, le conducteur, va appeler l'hôpital, dans le fond, avec notre radio-fréquence qu'on va pouvoir contacter l'infirmière astrale à la salle de réanimation pour pouvoir aviser le médecin qu'on arrive avec un arrêt cardiaque. Donc, vous appelez d'avance quand chaque minute est comptée? Oui, c'est les appels les plus importants, dans le fond, pour éviter qu'il y ait soit de l'ischémie au cœur, qu'on dit qu'il y a une partie du cœur qui va mourir. Fait que c'est sûr que c'est des appels qui sont très urgents, qu'il faut se dépêcher pour aviser, pour réduire les délais. Quand vous recevez un patient qui est en arrêt cardio-respiratoire, qu'est-ce que vous faites? C'est un travail d'équipe, principalement. Alors, il y a différentes étapes dans la réanimation, mais qui se fait simultanément. Évidemment, il y a des personnes qui sont dédiées à faire le massage cardiaque comme tel. Il y a tout l'équipement de l'appareillage électronique avec le défibrillateur qui va être manipulé. Il y a de l'installation par l'infirmière d'accès veineux, d'installer un sérum, un soluté, dans lequel on peut donner des médicaments qui vont aider à régulariser et stimuler le cœur pour favoriser la réanimation. Il y a la présence aussi des inhalothérapeutes qui vont accompagner le médecin pour assurer l'oxygénation, la respiration des gens pendant l'arrêt cardiaque. Puis le médecin coordonne le tout, fait les ordonnances et va faire certains gestes techniques comme, par exemple, des alternatives à la voie veineuse sur un bras qui est traditionnelle, mais si ça prend des accès plus complexes, ou d'aller intuber le patient, mettre un tube dans la trachée pour aider à respirer. Fait que le médecin fait certains gestes spécifiques qui lui sont réservés, coordonne l'ensemble. Ce travail d'équipe-là est bien harmonisé, bien travaillé, programmé. Chacun fait son rôle et c'est très efficace, mais très agréable de travailler ça en équipe aussi, en espérant qu'on est capable de soulager des gens et sauver des vies. Et si le patient, par exemple, les ambulanciers ont réussi à avoir un pouls, est-ce que ça veut dire qu'en arrivant ici, c'est sûr que le patient est sauvé? Ben non, il y a une période d'instabilité qui persiste. Donc, le travail à ce moment-là à l'hôpital, c'est de maintenir la réanimation. Ça va être d'utiliser certains médicaments qui sont favorables. Ça va être de garder cette personne-là sous surveillance avec des moniteurs pour voir les signes précoces de perturbation qui peuvent amener un nouvel événement. Puis surtout d'établir le diagnostic de la cause de l'arrêt cardiaque pour pouvoir traiter l'origine de la cause et non pas juste le résultat qui a été réanimé par une défibrillation, par exemple. Fait que, par exemple, dans le cas d'un infarctus, s'il y a une artère coronaire qui a été bloquée par un caillot qui amène une souffrance au cœur, on va rapidement conduire cette personne-là vers les cardiologues hémodynamiciens, faire la coronarographie, donc aller colorer les artères du cœur pour utiliser des petits instruments pour les débloquer puis de ramener la circulation sanguine dans le muscle cardiaque qui a été atteint. Fait qu'il y a toute une séquence qui se poursuit lorsqu'un individu arrive à l'urgence pour ça. Et à quel moment vous arrêtez les manœuvres? En fait, la question d'arrêter des manœuvres de réanimation va se faire lorsqu'on a une évidence que la situation est impossible. Fait que, par exemple, avec une échographie, on est capable de vérifier l'activité d'un cœur qui reste puis de déterminer qu'un cœur est trop malade et n'est pas capable de faire son travail. Ça va être selon la durée beaucoup, parce que pendant un arrêt cardiaque, même avec un massage, il peut manquer de circulation et d'oxygénation au cerveau, ce qui fait que même si on les réanime tardivement, on ramènerait quelqu'un en mort cérébrale ou avec des lourdes séquelles neurologiques. Fait que, on va regarder surtout le temps depuis l'épisode d'arrêt cardiaque, sans retour de pouls entre chacun. On va aussi beaucoup regarder la volonté initiale de la personne. Pendant le processus, on va essayer de trouver, voir s'il y a un niveau de soin qui a été adressé. Si cette personne-là a déjà dit qu'elle voulait subir des manœuvres de réanimation ou si, en cas de situation du genre, étant donné sa qualité de vie, qu'elle ne voulait pas avoir des manœuvres et d'acharnement thérapeutique et qu'elle préférait qu'on la laisse aller en paix. Dans ce cas-là, comment vous arrivez à le savoir? Via le dossier, entre autres. C'est souvent documenté dans le dossier hospitalier qu'on a accès assez rapidement. Puis l'autre façon qu'on a, c'est d'essayer de soit contacter un proche ou de regarder dans même les effets personnels, le portefeuille, le sac à main d'une dame,
pour essayer de retrouver l'équivalent d'un testament biologique ou d'un document qu'on appelle le niveau de soins et de réanimation, pour essayer de connaître les volontés de la personne même. Puis en l'absence d'informations, on va essayer de contacter un proche de la famille pour expliquer la situation, expliquer les risques, expliquer le pronostic, puis de décider ensemble c'est quoi la meilleure approche pour cette personne-là. Un niveau de soins, c'est la première fois que j'en entends parler. Je suis quand même assez jeune. Est-ce que les personnes qui ont peut-être des problèmes de santé ou qui sont un peu plus âgées sont au courant de ça? On recommande quoi? C'est une petite carte? C'est d'écrire un petit mot? En fait, il y a un document officiel qui existe, qui est provincial, mais ce qu'on encourage les gens, c'est d'en discuter avec leur médecin traitant, soit leur médecin de famille ou leur médecin spécialiste dans le cas de certaines pathologies, pour voir qu'est-ce qui est le mieux, puis selon leur qualité de vie et l'évolution qu'ils ont et qu'ils vont avoir, c'est quoi qui est anticipé par rapport à ça. Puis il y a des gens qui ont des problématiques qui sont facilement traitables, puis qui peuvent avoir plusieurs très bonnes années d'espérance de vie. Il y a d'autres personnes qui savent qu'ils ont une maladie chronique, qui vont aller en se détériorant, qui vont dire à partir d'un certain niveau, je préfère ne pas continuer. Puis si la nature fait que je fais un arrêt cardiaque, j'aimerais mieux qu'on n'essaie pas de me réanimer. Fait que le mieux, ce que j'encourage les gens, c'est d'en discuter avec leur professionnel traitant et de décider qu'est-ce qu'on veut. On peut traiter des conditions de façon simple avec des médicaments, des antibiotiques, des infections. Il y a des gens qui peuvent subir des chirurgies simples. Il y a des chirurgies beaucoup plus complexes et à haut risque qu'on peut décider qu'on veut ou non. Et le niveau ultime, c'est est-ce qu'on veut être maintenu en vie par des machines, un respirateur, et de subir des manœuvres de réanimation cardiaque, par exemple. On a parlé d'arrêt des manœuvres si c'est la volonté de la personne ou si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. J'imagine que c'est difficile humainement, cette étape-là? Bien sûr, mais ça dépend des circonstances. Hein. Évidemment, je pense qu'on a tous certaines difficultés, mais en tout cas une émotion qui est complètement humaine, hein? Particulièrement quand ça arrive chez des gens plus jeunes dans des accidents, des situations difficiles. Par contre, je pense que d'être confronté à ça de façon régulière finit par nous faire bien comprendre que tout le monde va y passer un jour. La vie a sa limite. Puis à ce moment-là, notre rôle, c'est d'aider à réanimer et à sauver des gens qui peuvent avoir encore de très bonnes années, puis d'accompagner de façon confortable les gens pour qui c'est la fin de course. Puis en même temps, en faisant le mieux qu'on peut, c'est aussi par ricochet de faire embarquer la famille dans le processus de deuil, puis d'accompagner ces gens-là le mieux qu'on peut aussi. Il n'y a pas juste la personne qui part, il y a ceux qui restent. Alors d'avoir la bonne approche dans cette circonstance-là, en impliquant, en informant les proches, je crois que ça aide à l'acceptation de l'issue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'il y en ait. Puis je considère que c'est une partie aussi importante du travail, puisque la vie a une fin, mais de la façon qu'on va la vivre et dans le confort avec lequel on va la finir est quand même important. Une bonne partie du travail des médecins de famille, c'est d'adresser ce qu'on appelle les facteurs de risque, hein, puis d'essayer de corriger les problèmes qui peuvent mener à tous les troubles vasculaires, à toutes les artères qui bouchent, autant dans les membres qu'au cœur que dans la tête. Alors, le bon contrôle est que les gens soient relativement disciplinés pour leur alimentation, pas trop riche en gras, pas trop riche en sel, de bien se faire suivre pour contrôler ceux qui sont propices à faire de la haute pression, l'hypertension artérielle, du diabète, des troubles associés au cholestérol et au désordre des gras dans le système, dans le sang. Évidemment, on n'en dira jamais assez, le tabagisme, qui est difficile à arrêter pour plusieurs, mais quand même possible. Il y a plein d'aides et de supports qui existent pour aider l'arrêt tabagique. Donc, même en présence de ces problématiques-là, quelqu'un qui se fait bien suivre, qui prend bien sa médication, qui est bien contrôlé, qui fait attention à lui, qui fait de l'exercice physique régulièrement, qui mange bien, qui contrôle son poids et qui contrôle de façon adéquate les autres sphères de sa vie qui sont contrôlables, dont le tabagisme, peut espérer mener une vie normale jusqu'à un âge avancé. J'imagine que vous avez vécu plusieurs situations dans votre carrière. On lisait encore ce matin dans les nouvelles, par exemple, des paramédics qui ont aidé quelqu'un à accoucher. Oui. Avez-vous une belle histoire à nous raconter que vous avez vécue à travers votre métier? Bien, écoutez, c'est pas moi qui ai pris cet appel-là nécessairement, mais j'ai eu la chance... Une collègue a pris un appel pour le père d'un ami de mon enfant.
qui est tombé en arrêt cardiaque. Et j'ai eu la chance, ils ont réussi à le réanimer. J'ai eu la chance par la suite de faire le pont, le lien entre ce répartiteur-là et cette famille-là. Puis ça me touchait personnellement puisque c'est un garçon qui vient régulièrement chez moi, puis ça a permis que son père soit toujours vivant. Donc c'est certain qu'on n'a pas souvent la finalité de l'histoire ou rencontrer les gens qu'on a aidés, pour qui on a fait la différence, mais cette situation-là particulièrement m'a marquée parce que j'ai vu le résultat concret là, de ce qu'on pouvait faire. Ça fait combien de temps que vous êtes paramédic? Moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis paramédic. Puis pourquoi avoir choisi un travail si difficile? Moi, j'ai besoin d'adrénaline, je suis quelqu'un qui est très bienveillant, alors j'ai besoin d'être auprès de la population, de pouvoir apporter des soins. C'est une belle reconnaissance aussi d'être capable de faire ce métier-là. C'est difficile quand même aussi émotionnellement? C'est très difficile des fois. Comment on arrive à gérer ça? On a beaucoup de soutien. Comparé à les années auparavant, le personnel, on a nos superviseurs aussi qui viennent sur des appels difficiles, qui nous accompagnent, qui nous appellent après, s'assurer que tout le monde soit correct, qu'il y a des retraits aussi préventifs au niveau des chocs post-traumatiques, quelque chose qui arrive aussi. Qu'est-ce que ça m'apporte travailler à l'urgence? Je pense que c'est d'être conscient, c'est quoi les difficultés de la vie, la nature humaine, les victimes de catastrophes qu'on regarde souvent comme un téléspectateur. Nous, on le vit avec les gens. Je trouve ça très enrichissant. Ça amène une profondeur à la compréhension de la vie. Puis ça nous aide à en aider d'autres encore mieux. Votre travail est difficile. Vous ne pouvez pas toujours sauver tout le monde, mais vous avez quand même des belles histoires, des histoires qui finissent bien. Oui, mais je dirais sauver occasionnellement, soulager souvent. Fait qu'on prend notre satisfaction au fur et à mesure du quotidien, puis on peut faire la différence dans bien des cas. Peut-être des petites anecdotes intéressantes, c'est parfois on réussit à réanimer quelqu'un, mais par définition, cette personne-là est inconsciente. Puis des fois, quelques années plus tard, on revoit un individu pour une consultation qui n'est pas grave. Puis quand on se présente, la personne nous dit « Ah, je connais votre nom, c'est vous qui m'avez réanimé il y a quelques années. » Alors ça, c'est tout le temps un peu surprenant, mais c'est le fun à entendre.